Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, qui va évoquer la place de la médecine arabo-musulmane en Andalousie. L'Andalousie étant en effet le second grand foyer de la culture arabo-musulmane, après le monde perse, puisque l'Espagne, conquise par les Arabes entre 711 et 716, devint Al-Andalus sous le califat de Damas. L'arrivée au pouvoir des Abbassides chassa le dernier Omeyyade, de Damas à Cordoue, qui fut à l'origine de la fondation d'un émirat indépendant qui rentra ensuite en concurrence avec Bagdad sur le plan économique, politique et culturel. Si, en 850, Abd al-Rahman II, émir de Cordoue, amorça un rapprochement avec Bagdad, en 929, Abd al-Rahman III développa une politique culturelle et scientifique qui permit un rapprochement cette fois avec Constantinople, profitant de la lutte entre les Bouyides puis les Seldjoukides, qui contrôlent l'empire abbasside, ayant laissé sur le trône le calife à Bagdad, dont le pouvoir était extrêmement diminué, abbassides avec lesquels d'ailleurs les relations étaient finalement limitées, notamment dans le domaine scientifique et médical, et les Fatimides d'Égypte, dont la politique expansionniste les amena aux portes de son califat. C'est donc dans ce contexte qu'Abd al-Rahman III reçut comme présent de l'empereur de Byzance un exemplaire de la Materia Medica de Dioscoride. Mais comme personne dans l'entourage du calife ne connaissait le grec, il dut faire appel au moine Nicolas et à son médecin, Asdai ibn Shaprut, pour le traduire et trouver une correspondance arabe au nom utilisé. Ce médecin juif, Asdai ibn Shaprut, qui joua un rôle diplomatique important auprès d'Abd al-Rahman III, fut le principal promoteur du renouveau de la civilisation juive en Espagne et, à ce titre, mérite d'être mentionné dans cette histoire de la médecine arabo-musulmane en Andalouse, qui comprend beaucoup de médecins juifs. Ce rapprochement politique et culturel, et cette tolérance religieuse, continuée par son successeur, Al-Hakam II, permit à Cordoue, ville d'1 demi-million d'habitants, de devenir la rivale de Bagdad sur le plan intellectuel, avec ses 70 bibliothèques, dont celle du calife, riche de 400 à 600 000 ouvrages, ses 40 lieux de soins, ses 300 bains publics, et surtout sa maison de la sagesse, qui fut aussi un lieu de rédaction et de traduction de nombreux ouvrages sur des sujets variés, dont la médecine. D'autres liens se créèrent aussi avec des médecins de Fès, de Kairouan ou du Caire, que nous évoquerons dans la prochaine vidéo. Quelques médecins émergèrent de cette période dite omeyyade, dont Omar ibn Hafs, qui introduisit l'œuvre de son maître, le viatique du voyageur, ou Saïd al-Khatib, auteur d'un traité complet de gynécologie, intitulé Risala fi Taqwim al-Janin, dans lequel il recouvre l'ensemble de la procréation depuis l'anatomie des organes génitaux et la semence, jusqu'à la gestation, l'accouchement et les premières années de la vie. Il décrit avec précision les différentes causes de dystocie, selon qu'elles trouvent leur origine soit dans la conformation de l'utérus maternel, des voies génitales ou du squelette pelvien, soit dans le fœtus lui-même, soit enfin dans des causes extérieures. Citons aussi parmi ces médecins le chirurgien Aya ibn Ishaq, chrétien converti à l'islam. Le déclin de la médecine andalouse commença logiquement avec l'affaiblissement des Omeyyades et la création des taïfas, multitude de petits royaumes. Les derniers grands cliniciens de la médecine arabe virent le jour dans l'Andalousie des taïfas, puis des royaumes berbères, celui des derniers Almoravides qui régna sur Al-Andalus entre 1085 et 1145, et celui des Almohades, dynastie également berbère, dont la capitale était Marrakech, qui se substitua à celle des Almoravides et régna sur l'Afrique septentrionale et la moitié de l'Espagne de 1147 à 1269. C'est d'ailleurs la seule dynastie qui parvint à réunir tout le Maghreb. Le plus grand médecin andalou de cette époque fut Abdul Cassis, ou Al-Zahraoui, né en 912, mort en 1013. Contemporain d'Avicenne, mais à l'autre bout du monde musulman, ce Cordouan est volontiers considéré comme le plus grand chirurgien arabe. Il fut l'auteur du Kitab al-Tasrif, ou pratique médicale pour celui qui ne peut composer lui-même un livre, une encyclopédie de 30 volumes. Les volumes 1 et 2 concernent la médecine,
Le volume 1 comporte des notions générales sur les humeurs, le tempérament, l'anatomie et est d'influence hippocratico-galénique. Le volume 2 évoque 325 maladies présentées de la tête aux talons avec leurs symptômes. Les traductions de cette œuvre monumentale n'ont porté en général que sur une ou quelques parties. Ainsi, les 2 premières parties furent traduites et éditées séparément sous le titre de « Le livre de la théorie et de la pratique », dont on voit ici le frontispice d'une édition tardive. Tandis que l'ouvrage, connu au Moyen-Âge sous le nom de Grand Antidotaire et publié sous le titre de Liber Servitoris en 1471, ne reprenait que les livres concernant les médicaments. Les 27 livres suivants, très courts, traitent des régimes et des traitements, et on sent encore une fois l'influence de Dioscoride pour le chapitre 28 sur les remèdes. Al-Zahraoui ne se cachait d'ailleurs pas de cette influence quand il disait « Quoi que je sache, je le dois uniquement à ma lecture assidue des livres des anciens, à mon désir de les comprendre et de m'approprier cette science. Puis j'ai ajouté l'observation et l'expérience de toute ma vie. » Le 30e livre sur la chirurgie est le plus célèbre. Il est séparé en 3 parties. Cautérisation des plaies, dont Abdul Kassis était un spécialiste, technique opératoire et traitement des entorses et des luxations. Parmi ces dernières, citons la réduction de la luxation de l'épaule, comme sur cette illustration, ou des vertèbres, mais aussi le traitement des fractures ouvertes ou fermées, l'ablation de tumeurs, la ligature de vaisseaux, la trépanation, l'extraction de calculs urinaires, la section des amygdales, l'extraction de pointes de flèche en divers endroits anatomiques, les sutures de plaies avec du lin, du coton, du boyau de chat ou du crin de cheval. Ces interventions, réalisées sans autre anesthésie qu'une décoction de pavot ou une hébétude alcoolique, pouvaient se faire à domicile ou à l'hôpital. Très inspiré de l'épitomée de Paul Dégine, notamment le 6e livre, ce livre comporte néanmoins une partie plus personnelle, avec un vrai enrichissement du savoir par rapport à l'Antiquité tardive, et notamment sur les instruments, ce qui fait la richesse de cet ouvrage. Les 150 illustrations d'instruments, notamment de cautères en tout genre, mais aussi de techniques chirurgicales, font en effet l'originalité de ce livre, dont on voit ici un exemplaire manuscrit du XVIe siècle, conservé à la BNF. Cet ouvrage fut traduit au XIIe siècle à Tolède par Gérard de Crémone sous le titre de Chirurgia et diffusé par l'école de Salerne. Certains des instruments évoqués et dessinés ont d'ailleurs été retrouvés lors de fouilles. Abdul Kassis considérait la chirurgie, pourtant mal vue par beaucoup de ses confrères, comme indissociable de la médecine, mais il regrettait le peu de progrès faits par ses contemporains à cause de leur méconnaissance anatomique. Son sens de l'observation et sa pratique, loin des élucubrations philosophiques d'Avicenne, et notamment dans la sémiologie des maladies qu'Hippocrate nommait externes, comme les fractures, lui font mériter une place vraiment prépondérante dans l'histoire de la médecine. Avenzoar, ou Abu Merwan al-Malik ibn Zur, né en 1091 et mort en 1162, fut l'autre grande figure médicale andalouse. Issu d'une lignée de médecins juifs fortunés, son grand-père médecin avait été formé au Caire, Avenzoar vécut à Séville sous les derniers Almoravides et le premier des Almohades dont il devint le vizir. Avenzoar écrivit beaucoup, mais la plupart de ses œuvres ont été perdues, dont son traité sur les maladies des reins. Par contre, nous possédons son traité des aliments Kitab al-Agdiya, le livre des denrées alimentaires, qui traite de plusieurs médicaments et de l'importance des aliments et de la nutrition et de leurs effets sur la santé. Cet ouvrage de diététique comporte aussi de nombreux renseignements sur le mode de préparation des aliments et pourrait presque évoquer un livre de recettes. Mais le nom d'Avenzoar est passé à la postérité grâce à son Kitab al-Tésir, ou Tésir, livre de simplification, qu'il dédia à son élève Averroès. Cet ouvrage comporte deux caractéristiques pour l'époque, le dédain de son auteur pour les anciens et son côté pratique, insistant notamment sur les diagnostics différentiels et notamment lors de tableaux neurologiques proches comme les convulsions, les tremblements ou l'épilepsie. L'ouvrage dont on voit ici une page écrite en arabe fut traduit en hébreu par Giovanni da Padova en 1280, puis en latin par Paravicini,
Cette dernière version fut imprimée à Venise en 1490. Ici, une édition conservée à la BU Santé de 1497. Là, une édition latine tardive, également conservée à la BU Santé, de cette œuvre qui laissa un profond impact sur la médecine européenne jusqu'au XVIIe siècle. Le deuxième livre de Avenzoar, dont je vous fais grâce du nom en arabe, fait le bilan des différentes maladies thérapeutiques et sur l'hygiène, et se nomme « Livre sur la réforme des âmes et des corps ». Il y aborde le rôle de la prévention sanitaire et de la psychologie dans les traitements. Contrairement à Avicenne, Avenzoar ne se consacra qu'à la médecine, mais comme lui, il ne masquait pas son dédain pour la chirurgie, bien que les fractures et luxations n'avaient, paraît-il, guère de secret pour lui. Le docteur Neuberger, dans son Histoire de la médecine, pense même qu'Avenzoar était compétent en dissection de cadavres humains et qu'il connaissait parfaitement l'anatomie. Il aurait même fait des expérimentations sur l'animal avant de les appliquer à l'homme. Paradoxalement, Avenzoar s'opposa aussi aux débats doctrinaux et de dialectique, stériles, sur Avicenne et Galien, retournant en quelque sorte à l'empirisme, à la pratique, mais finalement sans y apporter grand-chose de nouveau. Avenzoar fit toutefois quelques remarques intéressantes sur les paralysies du voile du palais, ou sur la gale, dont il montra le caractère contagieux et la responsabilité d'un parasite, ce qui fait de lui le premier parasitologiste, mais il faudra néanmoins attendre le XIXe siècle pour la description du sarcopte et admettre sa responsabilité dans la maladie. Cette découverte, anodine, bouleversa néanmoins la théorie des humeurs d'Hippocrate, puisque l'élimination du parasite du corps n'impliquait pas de purge ou de saignée, ou tout autre traitement traditionnellement associé à la théorie des humeurs. Avenzoar semble aussi avoir pratiqué des expériences de trachéotomie chez la chèvre et l'avoir proposé chez l'homme, mais sans que l'on sache s'il en réalisa. Il écrivit aussi sur les inflammations de l'oreille moyenne, sur les médiastinites suppurées, sur l'œdème du poumon ou sur les épanchements péricardiques, notamment dans la tuberculose. Il proposa également l'alimentation par sonde œsophagienne chez les grands dénutris, mais aussi par voie rectale ou transcutanée. Mais le principal titre de gloire d'Avenzoar fut d'avoir été le maître d'Averroès, le dernier grand médecin andalou de cette période. Abu al-Walid ibn Rushd, Averroès, né en 1126 et mort à Marrakech en 1198, était surnommé le docteur subtil. Il fut lui aussi une sorte d'Avicenne corduan. On trouve en effet quelques similitudes avec l'auteur du canon. Même esprit universel, même famille de hauts fonctionnaires, même vicissitudes, notamment vis-à-vis du pouvoir, et même pérégrination. Fils du premier juge de Cordoue, philosophe plus que médecin, juriste comme son père qui fut cadi au service des Almoravides, Averroès étudia le droit et fut même premier magistrat à Cordoue. Puis il vécut à Marrakech où il fut nommé en 1153 en charge des structures du collège de la ville. Mais le scepticisme religieux de ce théologien, à la limite du blasphème, lui valut la disgrâce et la persécution sous les derniers Almohades. Accusé d'être un ennemi de la religion, il mourut à Marrakech après avoir vu brûler ses livres en 1197 avec la montée de l'orthodoxie religieuse, sans doute en réaction à la reconquête par les chrétiens. Averroès était un adepte de la philosophie aristotélicienne et influença davantage les philosophes, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou athées, que les médecins. Son œuvre philosophique, riche d'une vingtaine d'ouvrages, lui valut pour cela une influence considérable sur l'Occident, où il fut surnommé le commentateur d'Aristote, et on le retrouve logiquement sur la fresque de Raphaël au Vatican. Le philosophe arabe du tableau de Giorgione représente aussi peut-être Averroès, pont entre la philosophie grecque et occidentale, mais ses commentaires d'Aristote lui vaudront les foudres de saint Thomas d'Aquin et de l'université de Paris. Averroès considérait en effet la théologie comme inutile aux philosophes, pour qui la science devait être démonstrative. Sa théorie de l'intelligence séparait même radicalement la raison de la foi, rejetant autant la théologie de l'islam que celle du christianisme. Ces commentaires d'Aristote, traduits en latin au début du XIIIe siècle, soulevèrent donc des débats passionnés l'opposant à ceux qui voulaient au contraire concilier foi et raison à travers Aristote,
et ils furent d'ailleurs eux-mêmes l'objet de nombreux commentaires, comme ici ceux de Giovanni Bernardino Longo. Les principes d'Averroès, considérés comme dangereux, seront finalement condamnés par l'Église en 1240, puis à nouveau en 1513, mais il sera réhabilité par la philatélie. À côté de ses écrits philosophiques, Averroès fut aussi l'auteur d'ouvrages de médecine, certes moins nombreux, mais certains eurent une influence majeure, et notamment son commentaire sur les poèmes de la médecine d'Avicenne, qu'il enrichit considérablement pour finir par écrire un livre nommé Kulliyat fi il-Tibb, ce qui signifie généralité de la médecine, le terme Kulliyat devenant colligette dans les traductions latines, dont la première fut imprimée à Venise en 1482. Comme Avicenne, Averroès posa le problème de la médecine en termes de philosophie. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut, dit-il, avoir une bonne connaissance non seulement des sciences naturelles, mais également de la logique. Il ajoute que la pratique de la médecine comporte la définition de 3 choses, le sujet, le but et les moyens. Ce traité sur les généralités de la médecine en 7 volumes, dont le 4e était une sorte de traité de sémiologie, dans lequel Averroès critiquait Galien, Hippocrate et Aristote, s'opposant au cardiocentrisme, est en fait une compilation peu innovante. Averroès fit néanmoins lui aussi la remarque pertinente que la variole ne touche jamais 2 fois la même personne, et il envisagea, 700 ans avant Gall et Broca, les premières tentatives de localisation cérébrale, situant l'imagination dans la partie antérieure du cerveau, la réflexion dans la partie moyenne et la mémoire dans la partie postérieure. Averroès montra aussi un réel intérêt pour l'anatomie, ce qui était rare en pays d'islam, décrivant les nerfs rachidiens, leur émergence et leur destinée, ainsi que certaines anastomoses entre différentes branches nerveuses. Il semble par ailleurs ne pas avoir été loin de découvrir la petite circulation en contestant le va-et-vient dans l'artère et les veines pulmonaires. En pharmacopée, discipline sans doute plus développée ici que dans le reste du monde arabo-musulman, il simplifia Avicenne en notant notamment les effets vasodilatateurs de l'ail et vasoconstricteurs de la noix de Galles et en préconisant l'usage de l'huile d'olive en nutrition. Le succès de cet ouvrage vient surtout des tentatives d'explication des symptômes, à l'exemple de la fièvre, dont il faisait une réaction interne à l'organisme, ou des effets thérapeutiques, notamment en fonction des doses. Après lui, la médecine arabe commença son déclin, mais un petit mot sur son ami et disciple Moshe ben Maimon, plus couramment connu en français sous le nom de Moïse Maïmonide, s'impose, même si ce dernier fut avant tout un philosophe et un théologien. Maïmonide était comme son père un rabbin séfarade de Cordoue, où il naquit le 30 mars 1138, et qu'il honore aujourd'hui avec cette statue située dans le quartier juif. Mais ville qu'il dut quitter à l'âge de 10 ans pour fuir lui aussi les persécutions des Almohades. Il erra de ville en ville, Grenade, puis Séville, où il rencontra sans doute Avenzoar et Averroès, pour finalement se fixer à Fès, où sa maison existe encore, et où il rédigea son épître sur la persécution, ouvrage qui traite de la conversion forcée des Juifs à l'islam sous peine d'être brûlés. Ayant commencé à étudier la médecine en Espagne, Hippocrate, Galien et Avicenne, mais aussi Rhazès, bref, tous les livres fondateurs de la médecine arabe, Maïmonide approfondit ses connaissances en médecine à l'université Al-Qarawin, mais assistant à l'exécution du rabbin Yehuda Cohen Ibn Shushan sur la place publique, il préféra quitter Fès pour Fosta, dans le Vieux-Caire, en 1166, après un court séjour en Palestine. Maïmonide est considéré aujourd'hui comme l'une des plus éminentes autorités rabbiniques du Moyen-Âge. Talmudiste, commentateur de la Mishnah, jurisconsulte et décisionnaire, Maïmonide fut l'auteur de la Mishneh Torah, l'un des plus importants codes de la loi juive, encyclopédie de 14 volumes, qui est une compilation de toutes les lois de la Torah. Également philosophe, il publia à 20 ans un traité de logique très inspiré d'Aristote et d'Al-Farabi, puis, un peu plus tard, un livre intitulé Le Guide des égarés, qu'il dédiera à son élève Yosef ben Yehuda. Il tentait de concilier les révélations de la Torah avec la philosophie d'Aristote et, plus généralement, comme Averroès l'avait fait avant lui,
une synthèse entre la révélation et la vérité scientifique, entre foi et raison. Avec La confrérie des éveillés, publiée en 2004 aux éditions Fayard, Jacques Attali imagine, en utilisant le genre policier, cette quête des deux philosophes. L'œuvre philosophique de Maïmonide fut bien sûr accueillie avec circonspection, voire hostilité, en France et en Espagne, où ses écrits, traduits par le médecin Samuel Ibn Tibbon de Lunel, mais dont le père Judas, également un grand traducteur, venait de Grenade, furent sujets à controverse des siècles durant. Maïmonide exerça en fait la médecine surtout à la mort de son frère, Diamantaire, qui jusque-là entretenait la famille, et il se retrouva même médecin à la cour de Nur ad-Din, puis de Saladin, notamment comme médecin de son vizir. À côté d'une intense activité de praticien qu'il exerça suivant les principes hippocratiques de primum non nocere et de natura medicatrix, laissant une place importante à l'hygiène, Maïmonide rédigea une dizaine d'ouvrages de médecine que l'on peut séparer en compilations ou commentaires des œuvres de Galien et d'Hippocrate, à l'exemple de ses premiers ouvrages, les aphorismes médicaux de Moïse, la plus volumineuse œuvre médicale de Maïmonide, qui n'est pas sans rappeler dans sa construction le Mishneh Torah, et ses commentaires sur les aphorismes d'Hippocrate, écrits en arabe, mais avec des caractères hébraïques pour une meilleure diffusion. Ouvrage qui inspirera peut-être Ibn al-Nafis, dont nous reparlerons. Comme Avicenne, Maïmonide fait preuve dans ses écrits d'une capacité hors du commun à systématiser les connaissances médicales. Était-ce donc là le propre des philosophes ? Dans cette catégorie d'ouvrages généralistes, on peut aussi citer le dernier ouvrage de Maïmonide, un glossaire de matière médicale, découvert en 1932 et qui sera publié au Caire en 1940 et qui recense la pharmacopée de Maïmonide. Il existe une deuxième catégorie d'ouvrages plus courts, moins généraux, sorte de monographies, écrites souvent à la demande de particuliers, comme le régime de santé, connu sous son titre latin de Regimen Sanitatis, écrit à la demande de Al-Afda Nur al-Din, le fils dépressif et hypocondriaque de Saladin, et qui fut traduit, avec d'autres ouvrages de Maïmonide, par Moïse, le fils de Samuel Tibbon. Comme le signale Ariel Toledano dans le livre qu'il a consacré à Maïmonide, il faut souligner par ses traductions effectuées par des médecins de Lunel le lien qui se créera avec la faculté de médecine de Montpellier, dont nous reparlerons. Dans cette catégorie se trouve aussi un traité des poisons, un traité des relations sexuelles qui fait de Maïmonide un des premiers andrologues, un traité des hémorroïdes ou un traité sur l'asthme. La prière médicale ou serment de Maïmonide, qui orne le cabinet de bien de médecins et chirurgiens dentistes juifs, est probablement apocryphe. Son auteur serait Marcus Hertz, qui l'aurait écrite dans les années 1790. Maïmonide mourut à Fostat en 1204 et fut inhumé à Tibériade où se trouve sa tombe. Ce voyage au Maroc et en Égypte, auquel Maïmonide nous a conviés, permet d'introduire les deux derniers foyers culturels de la médecine arabo-musulmane, le Caire et le Maghreb, avec Fès, Marrakech et surtout Kairouan, qui jouera un rôle important dans la transmission du savoir vers l'Occident. Ces derniers foyers de la médecine arabo-musulmane seront abordés dans une dernière vidéo d'Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.